Non? Ah, je vois là-haut, là. Non, pas du tout. Parce qu'alors nous, on a un espèce de spot en pleine figure et on ne vous voit pas trop là-haut. Ouais, C'est fait exprès, c'est ça? voilà. Ok. Non, bah ok, on va faire comme ça. Mais quand même, si vous avez envie de vous approcher, c'est maintenant. Et on vous laissera aussi pas mal poser des questions, donc n'hésitez pas. C'est plus simple aussi si on vous voit dans les questions. Je ne sais pas si ça marchait là en revanche. Si, ça marchait. Bon, sinon, on peut être plus autoritaire. On veut personne en haut. Allez, descendez, venez avec nous, là. Franchement, c'est beaucoup plus sympa. C'est sympa à côté aussi, ouais. Ah, sinon, on se propose de monter dans les étages. Ah, ben voilà. Merci beaucoup. Merci. On va attendre 1 ou 2 minutes et puis ou alors on va commencer même. 16h32. On va commencer. Alors, bonjour à toutes et à tous. On va commencer, ça vous va? Ouais? Je sens que c'est le moment de la pause. Là, j'ai l'impression que je ne vous sens pas très en énergie. Là, hein. Pourtant, on a un sujet très, très intéressant à couvrir dans cet atelier. Donc, l'extra-financier n'a plus rien d'extra. La DAF face à la compta carbone. Tout un programme. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette table ronde. Donc, moi, je suis Virginie. Et j'ai le plaisir d'accueillir dans cette table ronde Baptiste, Olivier. Non, Jérôme, zut, je me trompe. Et Olivier. Et je vais les laisser se présenter rapidement. Alors, je commence. Bonjour tout le monde, Olivier Chevreau. Je suis associé chez EY. J'étais auparavant directeur RSE du groupe Nexens et encore auparavant directeur financier d'une des parties du groupe. Donc voilà, donc j'ai les doubles compétences financières et ESG. Baptiste Diff, je suis directeur général d'Ekio, éditeur de logiciels sur la performance extra-financière, ancien directeur financier et directeur de la valeur, et on aura l'occasion d'y revenir. Merci, Jérôme Friedman. Donc, je suis le directeur financier du groupe Constellation, que vous avez dû voir durant la journée, je pense, quelques personnes du groupe. Vous êtes nos hôtes quand même aujourd'hui. Partenaires. Voilà, ouais. Ok. Merci beaucoup. Ce que je vous propose là, peut-être, c'est que maintenant que vous avez l'habitude, c'est de parler à votre voisin, lui dire en 2-3 mots qui vous êtes. Alors ceux qui sont tout seuls, peut-être, soit vous criez, soit vous vous rapprochez au choix. Et puis peut-être d'échanger la raison qui vous a poussé à venir dans cet atelier. Et on vous donne 2 minutes. Oui, j'espère. Ah oui. Ah, mais c'est dur quand tu finis toute une journée comme ça avec qui commence à 8 h du matin. Ils sont restés. C'est bien. On parle à ton voisin, ça marche très bien. Donc 50, on est bon. C'est long quand même. Vous avez rendu le mémoire, mais on continue. Bien sûr, c'est quand même assez long. Et puis là, en fin de journée, à mon avis, avec le beau temps, ils ont profité de dehors. Il y en a qui ont profité pour travailler. Déjà ce matin, il y en a peu, mais il y en a quelques-uns. Mais souvent, quand tu as des conférences inspirantes, c'est... Oui. Ça aide pas. Ah ouais, d'accord. Parce qu'il y a plusieurs prix. Ça continue à se remplir. Oui, je dis, mon ami était au café et puis en fait, quand tu rapatries, je vous répondrai. Échange. Très bien, merci. Bravo. C'est dévoué. Tu vas voir, ça arrive. Moi, tu vois, avec le monsieur ici. Hein. Bon du coup, on va continuer à utiliser cette main levée. Tu veux quoi? Tu veux... En fait, le principe de la main. Pour ceux qui étaient ce matin. Le principe de la main, ça fonctionne toujours bien. Les gens s'arrêtent de parler.
On voit que les échanges sont riches, c'est chouette. Vous allez pouvoir aussi partager avec nos 3 intervenants un peu plus tard. Avant de commencer, on vous propose de flasher ce code et de répondre à la question: quel est selon vous le rôle principal de la DAF dans le pilotage extra-financier? Vous pouvez flasher et puis répondre rapidement. Et normalement, on va voir apparaître si la technique est avec nous. Ah, voilà. Ah, est-ce qu'on ne peut pas revenir sur le flashcode? Il y en a qui n'ont pas... Ouais. Vous n'avez pas eu le flashcode? Allez-y, le flashcode. Vous pouvez vous rapprocher hein, si jamais vous n'arrivez pas à flasher. Voilà. On essaye de faire venir tout le monde par tous les moyens devant. On n'y arrive pas complètement. On est OK sur le code? Non? Vous n'y arrivez pas? Si? Alors on continue quand on a 100% de réponse. On est 150 dans la salle, donc je vous laisse calculer. On commence à voir des tendances se dessiner. On s'arrête là? Bah, très bien. Merci à vous. Là, ça donne un peu des tendances. Donc, on voit fiabiliser les données, orienter les investissements durables. Et puis, en 3e catégorie, stratégie. Donc, c'est très intéressant parce que on va maintenant interroger nos intervenants sur pourquoi justement la convergence entre la finance et donc les rapports financiers et extra-financiers sont devenus incontournables dans la réglementation qui est en vigueur en Europe. Et donc, je vais laisser Baptiste et Olivier partager votre point de vue. Merci Virginie. Je pense qu'en effet, tu l'as mentionné, un des premiers éléments, c'est qu'on est poussé par la réglementation. Donc il y a la réglementation CSRD dont vous avez sans doute entendu parler, qui était d'application au 31 décembre 2024 pour les groupes, pour un certain nombre de grands groupes, et qui est d'application au 31 décembre 2027, parce qu'il y a eu un petit décalage de temps temporel de 2 ans pour les groupes de ce qu'on appelle la vague 2. Dans cette réglementation, il est bien précisé qu'il est essentiel d'arriver à chiffrer financièrement les risques et opportunités ESG, et aussi de chiffrer financièrement les plans d'action nécessaires pour réaliser les trajectoires. Donc ce chiffrage financier, il est important et il participe de la convergence finance extra-financière. Après, si je peux rajouter quelque chose, il n'y a pas que la réglementation qui compte. La réglementation, c'est bien, mais ce qui est important, et là où ce chiffrage est intéressant, c'est qu'il vous aide à prioriser les sujets et à vous dire tel sujet, c'est vraiment un truc qui est vraiment important pour moi, tel autre, peut-être un peu plus secondaire. Donc faire ce chiffrage financier est dans tous les cas, je dirais, une bonne pratique pour s'assurer qu'on ne loupe rien dans la performance durable d'une entreprise. Une performance durable d'une entreprise étant une performance financière dans laquelle vous tenez compte des risques ESG et des opportunités ESG pour s'assurer que vous sécurisez votre performance financière. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que finalement, le financier, l'extra-financier,
va venir éclairer un même objectif. C'est les décisions que vous prenez en tant que dirigeant dans vos entreprises. Et donc, il y a une nécessité à faire converger, évidemment, ces traductions de vos activités. Une traduction financière, on en a tous l'habitude. Hein, quel va être le ROI, quel va être le résultat de telle ou telle décision. On a moins l'habitude avec les aspects extra-financiers, qu'on pourrait appeler le ROP, quel est mon return on planet. Mais l'objectif à la fin est bien de dire, en se rapprochant de ce que vous faites dans vos métiers, que vous avez l'habitude de suivre, de reporter au travers de vos propres référentiels, au travers de vos propres systèmes d'information, comment est-ce qu'on va venir éclairer vos décisions avec ce nouveau prisme ESG afin de prendre des décisions les plus résilientes possibles pour vos organisations. Et alors pour vos parties prenantes, comment est-ce que ça se passe ? Alors, les parties prenantes sont en effet un élément important. Donc, qu'est-ce que c'est que les parties prenantes? C'est toutes les contreparties que vous avez autour d'une organisation. Ça peut être vos clients, vos fournisseurs, ça peut être vos actionnaires, vos employés, et ainsi de suite. Donc, elles sont concernées par ces risques et ces opportunités ESG. Donc, le fait, là encore, de chiffrer financièrement ces risques et opportunités ESG vous permet aussi de graduer l'importance des différentes parties prenantes. Peut-être pour reprendre un exemple chez mon ancien employeur, Nexans, c'est un groupe de câbles électriques. Câbles électriques qui s'est fait à partir de cuivre et d'aluminium. Un des sujets est la pénurie de cuivre et d'aluminium. Et qui peut arriver de manière très significative et plutôt à court terme, malheureusement. Donc, une fois que vous avez identifié ce risque, le chiffrer, savoir combien ça pèse sur votre activité, c'est quand même important. Et ça vous permet d'engager vos parties prenantes, donc d'engager vos fournisseurs pour gérer ce risque-là. Et vous le gérez avec de la contractualisation, avec de l'augmentation de contenu recyclé, ainsi de suite. Donc, pour limiter votre risque de pénurie de ressources. Voilà. Oui, c'est très intéressant parce qu'en fait, on parle beaucoup de réglementation, mais finalement, le cas de Nexans montre que l'identification de pénurie dans les ressources a permis en fait de faire complètement basculer le business model. Donc, c'est vraiment rentrer au cœur de la stratégie, en fait. Oui, tout à fait. Rentrer au cœur de la stratégie, rentrer au cœur de la compétitivité et de la résilience de nos organisations, c'est bien ça aussi le sujet. C'est comment est-ce qu'on prend en compte, j'allais dire, les capitaux universels et peut-être ceux qui ont le plus de valeur dans toutes nos activités, quelles qu'elles soient. Le capital humain, le capital environnemental, c'est des choses qu'aujourd'hui on ne mesure pas ou on mesure peu, mais sur lesquelles on a des dépendances qui vont être très fortes, nous en tant qu'organisation, mais toute notre chaîne de valeur aussi. Et donc la question à se poser, c'est comment est-ce que j'arrive à anticiper au mieux de ces risques que je vais avoir à subir, des opportunités que ça peut me donner par rapport à telle ou telle matière première de ma chaîne de valeur, par exemple, mais aussi de se poser la question finalement d'un plan de continuité d'activité. C'est vraiment ça la durabilité. C'est dans un monde dans lequel on va subir de plus en plus de crises géopolitiques, climatiques, dans laquelle le réchauffement va peut-être induire des problèmes dans les sols et donc dans mes récoltes, si je suis dans l'agriculture, va peut-être mettre des risques sur mes bâtiments qui ne pourront plus être assurés bientôt dans certaines parties du monde, et du monde pas si loin que de chez nous. Même en France, il y a aujourd'hui des assureurs qui commencent à se poser la question de comment assurer une usine dans telle ou telle région de France. Et donc c'est de se demander comment est-ce que, dans un monde qui est mouvant, dans lequel je vais devoir perpétuellement m'adapter, est-ce que je prévois un plan de continuité d'activité au niveau global de mon organisation. Est-ce que vous, donc pour bien anticiper et identifier en fait les risques et les opportunités, en fait, il y a besoin de pilotage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre façon de piloter ? Alors, et c'est notamment le rôle du directeur financier. Je pense que le rôle du directeur financier, il a au moins 3 aspects importants, et vous l'avez mentionné tout à l'heure. Il y a une question de gestion de la réglementation. Il est gardien du temple. Et donc, l'ESG vient rajouter une couche en plus de toutes les réglementations qui existent. Il est gestionnaire de la donnée, de la data. Et alors, on pense à la donnée financière, comptable, et ainsi de suite, mais du coup, et c'est important pour le pilotage, il y a évidemment la donnée extra-financière, dans laquelle le directeur financier a quand même... il connaît peut-être pas trop, ça c'est vrai, c'est rare qu'ils connaissent bien la donnée extra-financière, mais en revanche, il a toutes les pratiques de contrôle interne, de risque, de mise en place de contrôle, de s'assurer de la qualité de la donnée. Et ça, c'est quand même précieux. Et le troisième élément, c'est vraiment
un directeur financier, il a l'habitude de gérer de la performance. De gérer de la performance financière, évidemment au premier chef, mais du coup, de gérer de la performance sociale, environnementale, de l'identifier, de voir son potentiel, soit en sécurisation de la performance financière, soit en maximisation, il peut le faire aussi. Et donc, il peut être un support essentiel à la direction RSE pour être un business partner et donc gérer cette valeur globale de l'entreprise, financière et extra-financière. Donc pour moi, c'est un rôle clé. Et là, on touche à ce que vous avez mentionné sur les enjeux stratégiques et les enjeux aussi, on pense notamment à la finance durable, de gestion des investissements responsables, d'arriver à orienter les fonds de l'entreprise. Merci. Peut-être que Jérôme, en tant que directeur financier de Constellation, tu peux apporter ton avis, ta pierre à l'édifice. Oui, effectivement. Alors, c'était assez intéressant le vote que vous avez fait, parce qu'on a parlé, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de gens sont partis directement sur fiabiliser les données. Quand on pense à un DAF, et moi étant très pragmatique, effectivement, ça fait partie des rôles principaux. Mais en fait, tout ça, c'est plutôt la stratégie, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rôle d'un directeur financier a beaucoup évolué depuis une quinzaine d'années. Et comme l'a dit Olivier, alors c'est un terme qui est franglais, donc après on aime ou on n'aime pas, mais je suis d'accord avec lui, le rôle d'un directeur financier et de toute la finance derrière, parce que derrière un directeur financier, il y a toute une équipe et qui va plus loin que son équipe finance, et qui prend l'équipe RSE ou ESG, suivant les entreprises, effectivement, c'est d'être un business partner de la direction générale et des patrons opérationnels. Et pour ça, il doit identifier, il doit être vraiment, sans être un directeur de la stratégie, mais il doit aider à piloter et à voir les impacts futurs que ça a, plutôt que simplement analyser le passé. Et effectivement, Baptiste l'a dit très bien, vous l'avez vu aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes là. Pour ceux qui étaient là depuis ce matin, vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a des impacts colossaux qui ne sont pas financiers de manière directe. Les speakers en ont parlé ce matin sur les achats indirects notamment la directrice EDF qui était là. Et donc en fait, c'est vraiment cette partie-là. Et après, c'est comment on fiabilise, comment on regroupe les données, bien évidemment, parce que sur cette base-là, quand vous avez créé cette notion de business partner avec les dirigeants et avec les membres du CODIR élargi, donc vous donnez des préconisations et puis surtout des budgets, ça forcément, et c'est vous qui donnez ce qui est prioritaire ou pas prioritaire. Et dans le plan de continuité d'activité que disait, sur lequel insistait Baptiste, on voit bien aujourd'hui, depuis 2 ans, 3 ans, les guerres, les conflits, les impacts, les incendies, on l'a très bien vu ce matin avec des photos qui étaient même plus parlantes que le speech derrière. On l'a tous vécu de près ou de loin, et on voit que tout ça peut avoir un impact direct et indirect. C'est pour ça que le rôle du directeur financier n'est plus simplement une performance financière, mais une performance stratégique sur laquelle va découler tout le reste. Et j'insisterai sur un truc qui n'a pas été mentionné quand même, et pour lequel vous êtes tous là, on est tous là aujourd'hui, et c'est pour lequel moi j'ai rejoint Constellation, c'est aussi les valeurs. C'est-à-dire que des valeurs sur lesquelles on a défini chez Constellation, sur lesquelles on s'est transformé en entreprise à mission, on intègre directement tous nos choix et tout notre écosystème pour avoir des impacts, et on est capable de changer de partenaire, on est capable de changer de banque, même si certains sont moins chers que d'autres, parce que c'est dans nos valeurs qui définissent notre stratégie et qui impliquent effectivement quel est le rôle crucial d'un directeur financier, qui est des actionnaires comme un fonds d'investissement chez nous ou qui n'en est pas. Cela ne changera rien sur l'impact que le DAF a et que tout le monde ici, en fait, en réalité, a. Est-ce que tu pourrais partager avec nous, donc l'arrivée de ces rapports extra-financiers a quand même changé aussi la donne à l'intérieur de l'entreprise, entre la direction RSE et la direction financière. Quelle est ta relation avec la direction financière, avec la direction RSE, pardon? Direction financière, je connais un peu. Ça va? Non, avec la direction RSE, est-ce que tu as senti des mouvements différents? Dans certaines entreprises, on est en train de réfléchir à pourquoi pas faire rentrer la direction RSE parfois dans la direction financière. Est-ce que tu peux partager avec nous quel est ton vécu? Ce qui est un peu unique, mais en fait pas si unique que ça, chez Constellation, pour ceux qui étaient là dans le mot d'Étienne ce matin, c'est la prise de conscience qui a eu lieu en 2021 et sur lequel effectivement on a avec partenaire Ekio ils ont développé une plateforme qu'on a prise qui est très intuitive et qui nous permet très rapidement de rassembler les données
J'étais dans des groupes où effectivement c'était un peu un calvaire. Il y avait une direction RSE, comme tu as demandé, qui à la fin de l'année, il fallait faire un rapport parce que c'était réglementaire, comme le disait Olivier, mais qui était très chronophage. On ne savait pas où aller chercher, comment, pourquoi. Et en fait, on se renvoyait la balle entre la direction financière et la direction RSE. Aujourd'hui, cette prise de conscience dans ces valeurs, cette stratégie nous a poussé à devenir entreprise à mission. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un responsable environnement parce que derrière un regroupement de données ou des analyses, il faut mettre en place des actions. Toute la journée, on y reviendra par la suite avec Baptiste et Olivier, mais toute la journée, on vous a demandé à la fin de chaque speaker quelle action vous allez prendre. Dans les actions, nous, qu'on a prises, c'est effectivement se doter déjà d'une direction RSE et ensuite travailler de concert en termes de mesures, avec des outils, c'est mieux, plutôt que manuel, même si Excel reste notre meilleur ami. Ça va quand même plus vite quand on est aidé par des outils qui sont intuitifs et sur lesquels on a cette stratégie d'y aller et sur lesquels on travaille et régulièrement sur tous les nouveaux projets, parce qu'il faut quelqu'un pour piloter et rythmer les actions. Si vous lancez un rapport ESG, juste pour faire du greenwashing, vous allez y arriver sans problème, mais en fait le sujet n'est pas là. C'est quelles sont les actions avec vos partenaires, avec vos clients, avec vos fournisseurs, comme le disait Olivier, et aussi avec vos talents à l'intérieur de l'entreprise ou ceux que vous allez recruter. Moi, j'ai été très frappé. Depuis 10 ans, c'est un critère à 80% qui est nécessaire pour les employeurs pour recruter des personnes. Aujourd'hui, dans la génération millénium, génération Z, j'ai quelques personnes qui font du coaching là-dessus, mais effectivement, où il y a un changement de paradigme complet sur ce qu'attendent les personnes qui vont venir travailler. Donc ça va plus loin et c'est beaucoup plus large et c'est très important pour eux. Et après, il faut rythmer, parce que si on ne se donne pas d'objectifs, on ne donne que des bonnes idées, comme des souhaits, comme le réveillon fin d'année, je vais faire du sport. Autant dire, moi, je fais plus cette résolution depuis longtemps. Mais voilà, et c'est ça, il faut se donner les moyens. Si on ne s'inscrit pas à une salle de sport, c'est sûr qu'on va avoir du mal si on ne se met pas à courir. Et c'est le même principe. Il faut avoir des actions derrière et des gens pour piloter. Et donc, pour conclure, je dirais que oui, on travaille de concert sur les nouvelles initiatives, parce qu'après, il faut le vendre à la direction générale dans les choix des priorités. Et donc, on y va de concert avec le responsable environnemental. On y va aussi avec Baptiste également pour prouver, parce qu'avec des faits, sur ce que ça impacte. Voilà. Et après, on met des plans d'action. Merci Jérôme. Olivier, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette question-là? Peut-être rajouter le fait que c'est moins une question d'organisation que de travail en commun. Enfin, il faut vraiment que les deux équipes travaillent, RSE et Finance travaillent ensemble, mais qu'il n'y ait pas une absorption. Les financiers ne vont pas faire de la RSE. Les financiers vont apporter leurs compétences financières au service de la RSE. La RSE reste un sujet d'expertise propre et c'est complexe, la RSE. Hein. Pour avoir été directeur RSE, c'est pas comme ça. Il y a maintenant des normes très complexes environnementales, sociales et ainsi de suite. Enfin, voilà. Donc il y a une expertise propre et avec une dimension stratégique propre, une dimension d'animation très forte de la RSE pour conduire le changement. Mais en revanche, oui, les directeurs financiers sont complètement impactés sur les trois rôles que j'ai mentionnés, gardien du temple, la donnée et vraiment la partie stratégique. Et la direction financière a des talents à apporter en fait. Et donc, tant qu'à faire, c'est apporter ces talents, ça améliorera la convergence financière, extra-financière qu'on mentionnait tout à l'heure. Je donne un exemple. Un directeur financier qui ne sait pas quel est le coût d'une trajectoire de décarbonation, c'est gênant. Hein, c'est gênant parce que ça veut dire qu'elle ne se réalisera pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas les CAPEX et les OPEX alloués à cette trajectoire. Ça veut dire qu'il n'en a pas tenu compte dans son plan stratégique. Donc voilà. Donc, si on veut vraiment réaliser les trajectoires de décarbonation, réaliser les engagements ESG, il faut qu'ils aient été chiffrés, intégrés à la stratégie financière, suivis et pour être sûr de délivrer. Merci. C'est là où on parlera un peu plus tard de toute l'importance de s'appuyer sur une plateforme qui apporte des données fiables et qui vont permettre aux différents directeurs en fait, de prendre les bonnes décisions. J'ai une petite question pour vous. Vous allez pouvoir reprendre le QR code qui était au début. Voilà. Puis la question qui s'affiche. Donc, quel est le principal frein à un pilotage durable et efficace ?
Est-ce que, voilà, si vous voulez bien partager avec nous ce qui vous semble important. Nuage de mots qui apparaissent, je me disais que... Il y a beaucoup de mots. En fait, il y a beaucoup de mots qui, du coup, on a du mal à les regrouper. En plus, ça va devenir de plus en plus petit, donc moi, je vais de moins en moins voir. Arrêtez de répondre. Arrêtez de répondre. Vous êtes vachement bien coordonnés quand même pour pas avoir les mêmes réponses que votre voisin. Peut-être qu'on aurait dû dire un mot, peut-être que ça aurait été plus clair. Ah, on voit quand même que gouvernance. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé de la gouvernance. C'est un sujet qui a disparu d'ailleurs. Non, il est en vert. Il est passé en vert. En plus, vous faites des jeux de lumière. Ok, super. Donc gouvernance, la mesure. Mesure, budget. J'ai vu aussi culture financière versus RSE. Actionnaire. Ouais, un peu petit. Ça c'est un très bon sujet. Ouais. C'est un très bon sujet. Pensez qu'on est quand même sur deux mondes différents. C'est-à-dire que souvent, enfin, si je caricature, les directeurs RSE vont dire « Oh là là, les financiers, c'est des affreux capitalistes qui détruisent la planète ». Et les gens de la finance vont dire « Oh là, la RSE, c'est des doux rêveurs, barbus, chevelus, etc. » Donc il y a un sujet de culture. Il y a un sujet de culture énorme, c'est-à-dire il faut en effet trouver un langage commun entre deux mondes qui, nativement, ne se parlent pas. Voilà. De mon humble point de vue, le langage commun, c'est la donnée. C'est-à-dire si vous travaillez la donnée de l'entreprise financière et extra-financière, vous arrivez à montrer quel est le sujet extra-financier pour le modèle d'affaires concerné de l'entreprise. Là, le financier comprend, parce qu'on part de quelque chose qu'il maîtrise. Voilà. Il y a d'autres approches, hein, mais en tout cas, c'est l'approche que je défends. Vas-y, Baptiste. Ouais, je pense que c'est une bonne approche parce que c'est quelque chose qui transpirait aussi un petit peu de ce que pouvait dire Jérôme. Mais si on n'a pas un référentiel commun, si on ne parle pas le même langage, déjà qu'on a l'impression d'être dans un monde qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait pas de mesurer, on n'arrivera pas à en parler. Je pense que ce qui est intéressant aussi dans les réponses, c'est qu'on le voit bien. La donnée va être ce langage commun. La donnée, elle va permettre de se rendre compte de là où on en est, elle va permettre de se rendre compte de si les actions qu'on met en place ont vraiment les effets escomptés. Mais avant tout ça, va y avoir ce sujet de gouvernance. Dans la mise en place, dans la mise sous contrôle de ces sujets, de cette performance combinée, de cette performance globale, il faut aligner l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Parce que si c'est un souhait pieux de la direction, mais que derrière, le commerce n'est pas du tout incentivé ou n'a pas d'offres à aller vendre sur du coup, des offres qui seraient moins carbonées, des offres qui seraient plus à impact. On a assez peu de chances de changer le modèle. Si la comptabilité n'est pas familiarisée avec du coup, le fait de se dire c'est un nouveau prisme de traduction que je vais mettre à mes activités. Bah, du coup, tout ça, si on ne le met pas bien en cohérence, si on ne le met pas bien en concordance et qu'on ne fait pas viser tout le monde dans le même sens, ça ne fonctionnera pas. Le deuxième point, c'est la donnée. Parce qu'une fois qu'on a tous identifié qu'on voulait aller dans une certaine direction, comment est-ce qu'on s'assure qu'on y va bien? Eh ben, on part d'un premier état des lieux. Donc ça peut être un premier bilan carbone, ça peut être une première analyse de risque, ça peut être une analyse de double matérialité, analyse de risque, appelons-la comme on veut. Mais de partir d'un état des lieux. Où est-ce que j'en suis, où est-ce que je veux aller et où est-ce que je veux aller par rapport à ce qui est important pour mon activité. Une fois qu'on a défini ça, les choses sont importantes, on va vouloir les mettre sous contrôle. Les choses importantes. Comment est-ce qu'on met sous contrôle quelque chose qui est important pour nous? On le rend explicite. On va définir des politiques, on va échanger, on va en parler dans les différents services et on va cibler sur ce qui est important pour nous. Une fois qu'on a rendu explicite ce qui est important, on va vouloir s'améliorer. Pour s'améliorer, comment on fait? Du coup, on va fixer des indicateurs. Et c'est là où du coup, la DAF va aussi rentrer en jeu parce que c'est un personnage fiable, le DAF. Tu
On sait qu'on peut, C'est qui? je m'adresse à toi, on sait qu'on peut s'appuyer sur lui parce qu'il a une capacité à fiabiliser la donnée, il a une capacité à la traduire, à lui faire dire des choses à cette donnée-là. Donc on définit nos indicateurs. Nos indicateurs, on va vouloir les atteindre. Pour les atteindre, on met des plans d'action en place. Il va falloir s'assurer que les plans d'action, on les ait fait escompter pour atteindre nos objectifs, pour mettre sous contrôle les risques qu'on avait rendus explicites. C'est finalement ça, la combinaison entre le financier et l'extra-financier. C'est comment est-ce qu'on met sous contrôle et on s'assure que tout le monde va finalement être partie prenante de cette mise sous contrôle. Juste pour finir, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de sujets que vous avez évoqués, qui sont tous justes, sur lesquels personnellement j'étais confronté dans mes différentes précédentes expériences. Chez Constellation, c'est un peu plus simple, parce que c'est dans l'entreprise à mission, on a déjà dans nos valeurs et dans notre stratégie. Le Move for Climate est un exemple. On a évoqué, et j'ai évoqué dans la journée aussi avec d'autres personnes, le budget, la déresponsabilisation, le manque de sensibilisation ou comment convaincre un directeur général. Oui, puisque Olivier l'a dit, on a les doux rêveurs ou ceux qu'on a recrutés parce que c'est réglementaire. On a la finance qui, eux, voilà, ils sont plutôt là sur la performance économique. Et puis vous avez peut-être avoir un troisième prisme, c'est la direction générale, ou à l'intérieur, quand vous êtes un groupe où nous, on a une dizaine de patrons opérationnels, suivant les valeurs de chacun, ça ne va pas forcément dans le même sens si ce n'est pas dans la stratégie. Et on a évoqué le budget, parce que tout de suite, dit, oh là là, on a autre chose à faire, on va recruter un commercial, etc. En fait, le budget, c'est l'arme première de n'importe qui, sur n'importe quoi, qui ne veut pas aller sur un sujet. C'est très générique ce que je dis, mais en fait, ce n'est même pas une question de budget sur cette partie-là. Demain, vous mettrez en place un forfait de mobilité douce. Premier truc qu'on va vous demander, et c'est le premier truc que j'ai demandé aux responsables environnement chez nous, c'est combien ça coûte. Mais je lui ai demandé d'abord, non, je ne veux pas savoir combien ça coûte, explique-moi d'abord comment, pourquoi, et ce que ça va apporter. Et en fait, c'est la culture et le rôle du directeur financier en lien avec des partenaires, que ce soit des éditeurs de logiciels comme Ekio ou que ce soit des sociétés de conseil comme EY, en fait, nous aide à convaincre. Et je ne dis pas que c'est facile, mais votre rôle, chacun, quel que soit votre rôle, il n'y a aucun rôle qui est en réalité facile. Et en fait, c'est de passer à l'étape supérieure. Et pour passer à l'étape supérieure, effectivement, le rôle du DAF, c'est aussi de vulgariser, vous l'aviez marqué, simplifier les données en commun avec le RSE pour parler d'une même voix et de montrer l'importance. Et même si ça ne prend pas tout de suite, même s'il y a un budget, ça peut se faire en étapes. C'est sûr qu'on pense tous à un ERP, on change, ça prend 3 ans, ça coûte des millions, puis on les fout à la poubelle et puis on n'a plus le temps. Non, c'est des choses sur lesquelles on a des solutions aujourd'hui, on est en 2025, on n'est plus à la fin des années 90. Il y a des sociétés comme Ekio qui sont créées, des sociétés plus audit au départ comme EY qui sont développées parce qu'ils ont vu l'importance et l'impact. Et en fait, le budget ne doit pas être simplement qu'un frein. Il faut d'abord étudier. Si dans vos valeurs, dans votre stratégie, vous avez déjà des gens au niveau de la direction générale qui sont convaincus et que vous êtes convaincus vous-même, et c'est pour ça que vous êtes là, c'est que vous avez déjà une part qui est convaincue, vous allez y arriver, mais effectivement, rien n'est simple. Et après, c'est de la persévérance, bien évidemment, avec appui notamment de la DAF. Peut-être pour compléter sur le pilotage intégré, on a parlé du chiffrage tout à l'heure, un élément clé pour pouvoir évaluer les risques et opportunités, les prioriser, etc. La modélisation, c'est aussi un autre outil qu'utilisent les financiers et qui est très utile. Pour vous donner un exemple, dans beaucoup de groupes, il y a une sorte d'injonction contradictoire entre le volume et la trajectoire de décarbonation. Eh bien, modélisons. Ça veut dire quoi modéliser? Ça veut dire que vous projetez votre trajectoire de décarbonation, vous projetez votre plan financier, votre business plan financier, et ensuite, vous essayez de calculer qu'est-ce qu'il faut faire pour que les deux courbes s'alignent. Et donc, pour vous donner un exemple d'un client que j'ai pu accompagner, plus 20% de trajectoire volumique, il faut rajouter 150 millions d'euros sur la table pour décarboner. Plus 15%, c'est uniquement 80 millions, et ainsi de suite. Et du coup, on n'est pas dans du blanc et noir. Et c'est là où le directeur financier est intéressant. C'est qu'il va chiffrer les impacts. Et peut-être que le plus 20%, il était quand même... non, je ne peux pas mettre 130 millions d'euros sur la table. Donc, je vais faire du plus 15%. Et on sort de comment dire, on y va puis on verra. Non, on chiffre, on modélise et on prend la solution qui est la plus soutenable
d'un point de vue environnemental et d'un point de vue financier. Et surtout, on se donne les moyens d'y arriver. Si on ne sort pas un budget pour lancer un projet, juste comme ça, pour se faire plaisir, il faut se donner les moyens, ce que font pas forcément beaucoup de groupes, c'est qu'ils font des vœux pieux, ils étudient, et puis après ils mettent une personne, et puis après, parce que la vie d'une entreprise, vous savez tous, en janvier c'est pas pareil que février, puis au mars il y a un truc qui va se passer, puis il y a Donald Trump qui va dire plus de 150% sur ça, puis le jour d'après moins 300%. Donc forcément, il faut avoir une vision quand même à long terme de ce que ça va apporter. Et encore une fois, moi je prends cette métaphore, mais ce qu'a dit Olivier est tout à fait juste. L'idée, c'est pas de passer de 0 à 100, c'est déjà de passer la première. Quand vous passez la première, après vous allez pouvoir accélérer. Merci à tous les deux. On voit bien comment intégrer le pilotage entre différents départements est hyper important. Et puis, c'est vraiment intéressant de vous entendre parler de cet accord entre direction RSE, stratégie, direction générale et direction financière qui est là en fait pour être garant des données. En fait. Est-ce que tu partagerais avec nous le cas de Constellation, un cas pratique qui permet à nos participants de repartir avec des éléments très concrets? Alors très rapidement, moi je suis arrivé il n'y a pas longtemps, mais j'ai étudié un peu l'histoire et sur ce qu'avait indiqué effectivement Étienne ce matin, 2021, changement d'entreprise à mission. Ekio, c'était depuis 2021, je pense, hein, mais je ne trahis pas de secret, Baptiste. Et effectivement, ça a été très rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait dans nos valeurs, on l'avait donc décliné dans la stratégie, et donc après, tout en est découlé, et surtout, on n'avait pas deux départements, comme disait Olivier ou Baptiste, séparés. On avait quelque chose sur lequel moi j'étais très vite intégré dès mon arrivée sur cet aspect-là, avec Antoine qui est notre responsable environnement, et surtout on était aidé par la plateforme Ekio, qui est très intuitive, très rapide d'implémentation et d'appropriation, et sur lequel on a défini effectivement des plans d'action. Donc notamment le bilan carbone, qui est la première étape, on dirait, en général de la plupart des groupes. Et donc en fait, on a fixé des objectifs avec timing. On a découpé en fait nos objectifs de décarbonation avec des plans d'action. On a mis des responsables à l'intérieur de cette plateforme qu'on a adapté par rapport à nos besoins et sur lequel effectivement Ekio nous accompagne pour aller plus vite. Et en fait, on suit régulièrement. Ça peut être du mensuel, ça peut être du trimestriel en fonction des sous-initiatives et des responsabilités qu'on met derrière. Et on voit très vite qu'au départ, on a décliné un grand plan, tous les ans un grand plan, avec des budgets, forcément, mais sur lequel on revient des fois à la baisse. Ça fait partie de la vie. Je ne vous apprends rien ici que depuis début 2024, le contexte macroéconomique et la santé financière des entreprises sont plus compliqués. Donc on fait des choix, c'est normal, mais choisir, un directeur général m'a dit, c'est renoncer. Non, pour moi, choisir, c'est pas renoncer, choisir, c'est agir. Donc il faut agir sur ce qu'on sait faire et ce qu'on veut faire. Et donc il y a certains budgets où on a remis les ressources sur une initiative directement, on l'a modélisé avec la plateforme Ekio pour voir quel était l'impact par rapport à nos objectifs. Et on n'a pas tout fait, mais on a fait d'autres choses et on a réussi, et on le voit de manière continue, la décarbonation. Et ce qui est intéressant aussi dans la plateforme, c'est que ça nous permet, parce qu'on a quand même, on va dire, 12 à 14 entités juridiques. Alors après, j'étais dans des sociétés où il y avait même des sous-BU, mais ça permet vraiment de définir au niveau de chaque activité, de chaque business unit, chaque entité juridique, quel est le plan d'action. Parce que nous, on a une dizaine d'activités différentes. Et ce n'est pas la même stratégie, enfin c'est la même stratégie, mais ce n'est pas les mêmes actions qu'on prend en fonction de l'activité. Certains vont aller plus vite, certaines sont plus grosses, donc l'impact est plus rapide et plus fort. Ce qu'on appelle des quick wins, désolé pour le franglais encore une fois. Mais c'est ça qu'il faut faire, et c'est comme ça qu'on montre aussi l'intérêt et la rapidité. Ce n'est pas partir sur des plans sur la comète, c'est vraiment des plans d'action, étape par étape, et la gouvernance, on en parlait, Baptiste et Olivier en parlait, la gouvernance, c'est pas on se revoit dans un an et on regarde ce que ça donne. Non, c'est on voit et on ajuste au fur et à mesure, et avec quelque chose de visuel avec Ekio, ça permet de vulgariser et tout de suite d'avoir un impact. C'est comme des slides PowerPoint. Le principe de PowerPoint, c'est d'être synthétique et d'aller directement à l'essentiel. J'ai des directeurs commerciaux qui mettaient un chiffre dans leur présentation.
puis le taux de renouvellement des contrats qui arrivaient à échéance. Et ça marche beaucoup mieux avec du visuel, la data visualisation, vous appelez ça comme vous voulez, qui est directement intégré dans la plateforme. Ça évite de repasser sur de l'Excel et de retravailler derrière et de se tromper, parce que l'erreur est humaine. Et c'est partagé avec, surtout, ce qui est aussi important, c'est pas seulement la direction RSE ou la direction financière, vous avez les autres directions aussi. Vous avez notamment les RH, on parle les mêmes données et on n'a pas des services qui sont séparés. Moi, j'ai vécu il y a une quinzaine d'années où vraiment c'était très, très séparé, où on passait notre temps à réconcilier. On créait des data warehouse à l'époque. Maintenant, on crée des data lakes. C'est pareil, presque, on va dire. Mais on ne dépend plus de l'IT, entre guillemets. Et tout le monde partage les mêmes données en temps réel. Et quand on vient en réunion, c'est déjà partagé. Et les réunions, elles ne servent pas juste à présenter, mais à voir les plans d'action qu'on met derrière. Voilà pour nous ce qu'on vit aujourd'hui chez Constellation, sur le bilan carbone de l'année dernière et des plans d'action qu'on a mis en place sur 2025, puisqu'on continue, malgré des budgets qui peuvent être moins forts que ce qu'on aurait espéré. Et je reviens à un dernier point sur la valeur par rapport au retour d'expérience. Nous, on a un fonds d'investissement derrière nous. Et par expérience aussi, en ancienne expérience, ne croyez pas que vos fonds d'investissement, pour ceux qui en ont, ou vos actionnaires, peuvent ne pas être intéressés tout de suite. Mais en fait, ça a énormément de valeur. Et depuis 5 à 10 ans, en fonction de la maturité, les groupes changent. Ils ne veulent plus simplement être performants. Parce que ça, comme on l'a dit, il y a certaines personnes qui l'ont dit, notamment le dernier speaker, je ne sais plus comment il s'appelle. Il a dit on sait faire de la croissance, on sait faire de l'EBITDA, on sait faire du cash. Mais la valeur, elle est aussi induite par les gouvernances, par les retours d'expérience et par la décarbonation notamment, ou les autres, tout ce que les autres actions que vous pouvez mettre en place, notamment avec vos clients et vos fournisseurs. Et c'est comme ça qu'on va changer les choses, tous collectivement, parce que quand vous êtes chez Constellation, on a des fournisseurs, et nous, on l'a vu, certains fournisseurs ont changé. Et puis même, il y a des assurances ou des banques qui ont arrêté de financer des projets sur des entreprises avec des énergies fossiles, parce qu'il y a cette prise de conscience en France, en Europe en particulier, et même aux États-Unis, même si c'est un peu plus compliqué, sur le fait que tout le monde va s'y mettre. Voilà. Baptiste ? Oui, merci. Et cette prise de conscience, et je trouve que les fonds d'investissement sont un bel exemple. Pourquoi est-ce que les fonds d'investissement flèchent les capitaux vers des entreprises qui ont des actions en faveur de l'ESG? C'est parce qu'ils ont une volonté moyen terme ou long terme de miser sur des organisations qui vont devenir les leaders de demain. On ne devient pas le leader de demain si on est en train de construire sur un monde qui est en train de mourir. Et ça, c'est important de bien le garder en tête. On parlait tout à l'heure, capital environnemental, capital humain. Si on a épuisé ce capital-là, on n'est pas résilient, on n'a plus de business, demain on est mort. Si on a anticipé ces sujets-là, on devient un des leaders de demain. On ne devient pas leader du jour au lendemain, et je trouve que l'exemple que donnait Jérôme est bon. Constellation est sur les sujets depuis 2021. Il faut être conscient au moment où on se lance qu'on ne sera pas parfait. Il faut être conscient qu'on est du niveau de maturité auquel on est. Est-ce qu'on est sensibilisé? Est-ce qu'on sait où on veut aller? Est-ce qu'on a besoin de se faire accompagner, pas accompagner? Est-ce qu'on a besoin d'y réfléchir? Et ensuite, ça se retrouve aussi, on le disait, un peu dans le nerf de la guerre, la donnée, se dire comment, avec ce que j'ai à disposition aujourd'hui, je commence mon chemin de décarbonation, d'amélioration d'impact. Je ne vais pas du jour au lendemain avoir un data lake complet avec tous les indicateurs parfaits. Je vais me poser la question de ce que j'ai à disposition. Comment est-ce que je vais l'exploiter? Et je vais me donner une roadmap d'évolution. Et c'est là où, du coup, le DAF, le RSE, évidemment, la direction générale sont des parties prenantes. La DSI aussi est partie prenante. Parce que, du coup, comment est-ce qu'on arrive à réellement piloter une organisation? C'est quand, et je pense qu'il y a pas mal de DAF dans la salle, personne ne pilote sa société avec sa liasse fiscale. Vous mettez en place des clôtures mensuelles, vous mettez en place du contrôle de gestion, vous mettez en place des indicateurs. C'est exactement la même chose avec la durabilité. Comment est-ce que vous sortez d'une vision réglementaire où on va faire une fois par an notre bilan carbone ou notre rapport CSRD à une vision monitoring, pilotage? Tel flux précis, je vais le mettre sous contrôle. Cette donnée est-elle disponible? Oui. Je vais la capter, l'intégrer dans mon système d'information, dans un logiciel.
Et je vais du coup pouvoir mettre en lumière ces sujets-là aux personnes qui vont avoir les moyens d'agir dessus. Et c'est ça qui est important. Quand on regarde dans le rétroviseur et qu'on regarde notre bilan carbone de l'année dernière, et ça fait déjà 6 mois que l'année dernière est terminée, on a au mieux perdu 6 mois, au pire 1 an et demi. Comment est-ce que, du coup, on a identifié les sujets vraiment importants, et ces sujets vraiment importants, on les met sous contrôle en mode monitoring et pas en mode uniquement rétroviseur. Et du coup, ça fait des parallèles extrêmement proches de tout ce qui se passe avec la comptabilité, avec la gestion, parce que finalement, c'est la même chose. C'est du pilotage. Où est-ce que je vais? Comment j'y vais? Avec qui j'y vais? Il y a un très bel outil d'aide à la décision aussi, justement sur les investissements derrière à enclencher ou pas. Donc, moi, j'ai hyper envie d'aller voir ta plateforme. Je ne sais pas vous. Mais alors, avant d'y aller, on va pouvoir ouvrir à quelques questions. Est-ce que... Oula. Alors là, au moins, ils se sont mis devant. On sait pourquoi. Il y avait une question. Deuxième, et on reviendra après pour les autres. Oui, j'avais une petite question pour vous. C'était... On m'entend? Peut-être plus proche du... C'était en fait, vous avez utilisé des termes de quick win et de sous-initiative. Est-ce que ça fait référence à du lean ou pas du tout? Et est-ce que vous l'utilisez chez Constellation? Vous parlez sur l'amélioration continue, sur le lean. Oui, c'est le lean. Voilà, le lean, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a très longtemps, quand j'étais dans une filiale de La Poste, pour vous dire, comme quoi, même à La Poste, c'était déjà prenant il y a 12-13 ans. Oui, l'idée, c'est on ne peut pas tout faire. On est contraint par la croissance. On a démontré avec des gens bien plus brillants que moi, qui ont fait des livres dessus, un modèle économique où il faut apporter de la valeur, où il y a des entrepreneurs qui créent, qui veulent revendre, et c'est très compliqué, effectivement. Et donc, en fait, le rôle de chacun, c'est de montrer quel va être l'impact. Si vous faites, c'est l'exemple que donnait Olivier, si je dois investir 130 millions pour gagner 10 millions à terme, je vais peut-être dépenser un peu moins et je vais peut-être gagner un peu moins. Et souvent, dans les entreprises qui grossissent, quand elles sont en croissance, on ne se pose pas de questions. Ce n'est pas propre à Constellation, c'est propre à toutes les boîtes. On ne se pose pas de questions, on ne structure pas, ni la finance, ni le RSE, ni des partenaires comme Ekio. Et en fait, on s'aperçoit très vite qu'on peut gagner beaucoup et ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète. C'est l'exemple que je disais, passer la première. Quand vous passez la première, c'est aller voir Ekio, regarder c'est quoi la plateforme, comment ça s'implémente, parce que j'en ai pour 6 mois, quel est le budget, si je veux le minimum, si je veux plus. Pareil pour des conseils avec Olivier. Et après, c'est en fonction de votre budget et de vos priorités. Mais si vous n'apportez rien en fait en présentation pour un directeur général ou un codir, ils vont avoir les 15 patrons opérationnels, les 30 patrons de business unit, la direction commerciale, la direction RH, la direction SI, ils vont tous venir avec leurs besoins. Moi, il me faut ça, etc. Non, il faut montrer quel est l'impact et ce que vous pouvez gagner, qu'est-ce que ça rapporte à court terme. Et après, à moyen terme et à long terme, parce qu'effectivement, le court terme, on fait très vite des actions partout où on arrive, dans une boîte. Mais en fait, la question, c'est aussi se projeter, parce que ça prend du temps et on ne peut pas tout faire, comme disait Baptiste, on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Voilà. Et ça doit se faire effectivement sans couture ou de manière amélioration continue, de manière globale. Et donc, il faut percer des fois les freins qu'il y a entre les guerres qu'il peut y avoir. Moi, j'ai vécu ça sur les différentes fonctions, mais pour montrer l'intérêt, comment on travaille ensemble. Après, ça, c'est dans les valeurs. Des fois, la stratégie a besoin d'impulsion, souvent du directeur général, du numéro 1 et du numéro 2. Mais quand vous montrez l'intérêt à tout le monde, les gens, en général, ça vous craque les freins et les silos et vous travaillez de manière continue. Voilà. Oui, bonjour, merci beaucoup pour vos éclairages. Vous avez beaucoup parlé du rôle de la donnée qui est central effectivement, mais vous avez quasiment pas prononcé un des mots qui est dans le titre, à savoir la comptabilité. Et je voulais savoir un peu ce que vous en pensez, parce que tant que les données ESG elles seront reléguées à la partie annexe versus le PNL, le bilan de l'entreprise qui est encore... le nerf de la guerre sera toujours autour des points d'EBIT, d'EBITDA. Et donc,
est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous travaillez, peut-être chez EY? Est-ce que vous accompagnez des clients autour de ces sujets de comptabilité multicapitaux pour intégrer non pas que le carbone qui faisait l'objet qui était mentionné dans le titre, comptabilité carbone, mais même d'autres aspects de ressources pour avoir vraiment une vision un peu englobante et qu'on cesse de regarder juste la performance financière, mais aussi les impacts plus globalement sur les parties prenantes et la société. Merci pour cette question. Je vais essayer d'être synthétique et j'en suis désolé par avance. Oui, très clairement. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs comptabilités. Il y a la comptabilité générale, il y a la comptabilité analytique. C'est vrai d'un point de vue financier, c'est vrai sur toutes les autres comptabilités, ressources sociales, eau, biodiversité, etc. L'approche que nous avons mis en place chez Nexens, comme l'approche que j'ai pu mettre en place dans une dizaine d'autres entreprises, ça a été d'analyser cette relation entre comptabilité financière et comptabilité analytique, aussi bien d'un point de vue financier que d'un point de vue extra-financier, et ça a été d'articuler les comptabilités analytiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va parler de rentabilité combinée, carbone et financière par exemple, sur tous les produits. Ça veut dire qu'on va pouvoir parler de rentabilité rapportée à la tonne de poissons, de cuivre dont je parlais tout à l'heure, ou de choses comme ça, pour essayer de coupler les deux d'un point de vue de la comptabilité analytique. C'est différent, je pense, de ce que vous avez en tête, à savoir des méthodologies de comptabilité multicapitale type LIFT ou CARE, où là, leur principe, c'est de monétiser l'ensemble des externalités sociales et environnementales et de les rajouter à la comptabilité générale. C'est tout à fait honorable, hein. C'est une autre approche. La difficulté que je vois dans ces méthodologies-là, c'est que c'est lourd d'implémentation, difficilement pilotable. Si vous analysez vos différentes stratégies, vous montrez les corrélations et les injonctions contradictoires et que vous recentrez le débat sur 3, 4 gros sujets qui sont liés à votre modèle d'affaires et que vous les articulez du point de vue de la comptabilité analytique, ça veut dire que vous simplifiez pour amplifier l'impact. Et je peux vous dire que ça marche. Mais je serais ravi d'en discuter, ça prend un peu de temps. Voilà. En tout cas, ça a fait l'objet d'une chaire d'enseignement à HEC, cette méthode. Voilà. Donc différente des comptabilités multicapitales de LIFT et CARE, mais ça reste une comptabilité multicapitale. On a une question là. Une question ici. Là. Ouais. Une question sur les outils. On a beaucoup parlé de la convergence entre les équipes, les humains dans les entreprises, entre financiers et extra-financiers. Quid des outils? Est-ce que Equio intègre les métriques financières dans l'outil? Est-ce que du coup les directions financières conservent utilisent cet outil en parallèle de l'ERP? Comment vous assurez la cohabitation entre l'ERP de la finance et puis Equio, en tout cas la plateforme ESG? Oui, merci pour la question. Je parlais, je crois, en début de séance, de se rapprocher de ce qui se passe dans les métiers, dans les flux des organisations. C'est côté Equio, ce qu'on a imaginé dès le début en se disant qu'il y a déjà beaucoup de données, donc beaucoup de valeurs qui sont présentes, d'une part dans les ERP, d'une part dans les SIRH, dans les applications métiers. L'objectif aujourd'hui d'Equio est de pouvoir communiquer avec ces applications dans les deux sens. Il y a des fois où on va avoir besoin de la collecter, parce qu'on va devoir la retravailler, on va devoir la reformater et la représenter de façon différente. Il y a des fois où on va vouloir plutôt pousser les impacts directement dans le système d'information. Je prends un exemple tout bête qu'on a fait chez un de nos clients. Chaque fois qu'il y a un devis qui part chez ses clients, il y a le montant en euros, il y a le montant en carbone qui y est associé. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, on a été collecter les informations, on a calculé son bilan carbone, et ces informations, elles sont pour partie déjà présentes dans le SI, donc connectées ou connectables avec Equio. Une fois qu'on a mesuré ces impacts-là, par offre, en l'occurrence chez ce client-là, eh ben on a renvoyé ces infos dans le SI. Donc c'est des échanges qui se font dans les deux sens, d'une part pour la collecte et d'autre part pour l'enrichissement des données déjà existantes. On a une question plus haut. Ah. Il y avait une question. Oui, moi personnellement, effectivement, j'utilise la plateforme. Hein. Bon, j'ai la chance que Baptiste m'ait formé quand même au début quand je suis arrivé, mais en fait, c'est une plateforme qui est très intuitive et effectivement, comme j'ai pu profiter en même temps du bilan carbone 2024, j'ai pu voir comment ça marchait et comment on pouvait utiliser. Et effectivement, très vite, en fait, pour ceux qui ont entre guillemets n'ont pas envie de s'embêter à avoir soit la gestion
par rapport à la dernière question, c'est en fait ça va chercher déjà toutes les informations comptables. Et quand on parle de comptabilité carbone, en réalité, n'importe quelle comptabilité, il y a déjà une première mine d'informations qui n'est jamais exploitée en général, parce que c'est très compliqué, mais sur lequel la plateforme nous a permis, parce qu'ils ont travaillé par rapport aux besoins clients, et que nous, quand on est arrivé chez Kyo, effectivement, et on l'a installé, déjà de modéliser combien de carbone. L'exemple du devis est assez parlant. Nous, par rapport à nos achats fournisseurs, combien on reçoit énormément de factures fournisseurs, on émet énormément de factures également. Et effectivement, tout ça nous permet de mesurer déjà avec les informations de la comptabilité dans un premier temps, et après il faut aller un peu plus fin dans la comptabilité, comme disait Olivier, un peu analytique, mais qui est comptable. Un grand livre client, un grand livre fournisseur, ça existe partout. Voilà. Enfin, dès que vous avez une taille moyenne, vous savez ça. Donc on l'utilise. Bonjour, alors moi j'ai une question. En fait, je suis une ancienne DAF, mais reconvertie en RSE depuis 8 ans au moins. Félicitations. Bravo. Bravo. Je voulais savoir, vous avez dit les financiers peuvent apporter leur expertise à la RSE. Est-ce que vous avez un exemple concret à donner de cet apport d'expertise des financiers à la RSE? Je sais, pour avoir quotidiennement essayé de faire le lien entre les deux services, ça m'intéresserait que vous puissiez donner un exemple. Quelle est leur motivation dans ce cas-là? Et aussi, un sujet que je trouve assez clé, c'est la bande passante qu'ils ont sur cet apport d'expertise, parce que c'est quand même un gros frein, à mon avis, c'est ce sujet de, quand on est sur déjà les directions financières, le temps qu'on a à consacrer sur un sujet qui vient en plus, surtout si vous êtes dans une PME, je ne parle pas forcément que des grands groupes, mais dans une ETI, etc. Qu'est-ce que vous allez pouvoir, souvent le DAF qui récupère ces sujets, quelle est la bande passante qu'il a en fait pour traiter tous ces éléments? Et puis un dernier point aussi sur lequel j'avais une interrogation, ça m'intéresserait d'avoir votre avis, c'est sur le traitement du moyen-long terme qui est quand même propre aux enjeux de développement durable par rapport à des enjeux, mais qui sont quand même assez court-termistes. Aujourd'hui, on est sur des plans, quand on fait des plans stratégiques, on n'est même plus sur du 3 à 5 ans grand max, quoi, alors qu'on est sur des enjeux de développement durable qui sont bien au-delà, en fait. Donc c'est comment vous articulez ça pour une culture financière qui est plus du tout habituée, en tout cas, à des enjeux de moyen long terme. Donc ça m'intéresserait d'avoir votre avis sur ces trois. En 5 minutes. Merci, ça fait beaucoup de questions. On va essayer de s'en souvenir de toutes. Pour vous donner un exemple, déjà sur la qualité de la donnée, je pense que les financiers ont l'habitude de raisonner par une approche par les risques, pour essayer de se dire, quand j'ai une donnée financière, est-ce que j'ai un risque de valorisation? Est-ce que j'ai un risque d'existence? Est-ce que j'ai un risque d'exhaustivité? Est-ce que j'ai un risque de présentation? Vous savez, on fonctionne par les assertions dans le cadre du contrôle interne. Et bien, on fonctionne de la même façon sur du contrôle interne de la donnée ESG. Et en déployant des outils de contrôle interne sur la donnée ESG, vous la sécurisez, vous la fiabilisez et vous pouvez l'utiliser de manière intéressante et instructive. C'est un premier exemple. Un deuxième exemple, une entreprise que j'ai accompagnée dans le monde plutôt du poisson fruit de mer, pour changer d'univers. Eh bien, l'enjeu était vous savez qu'il y a quand même un sujet de raréfaction des ressources, là aussi, sur la partie poisson fruit de mer, que ce soit avec l'augmentation de la température de l'eau ou avec l'acidification des océans. Cette entreprise avait investi massivement dans de la pêche de tourteaux. Et vous voyez qu'aujourd'hui, si vous allez un peu sur les côtes françaises chercher du tourteau, vous avez beaucoup de mal à en trouver. Voilà. Donc, ça montre bien que ce n'est pas forcément de la maximisation de performance financière, ça peut être de la sécurisation de performance financière. Plutôt que d'investir 10, 20, 30 millions d'euros et ensuite, quelques années après, tout perdre parce que vous êtes parti sur une mauvaise ressource, entre guillemets, le fait d'anticiper, de se dire « Ah bah tiens, cette ressource, elle est rare, elle est sous tension », vous évitez de perdre de l'argent. Donc pour un directeur financier, c'est quand même important de savoir où mettre son argent. Et sinon, sur la bande passante, oui. Ça, vous avez raison. Après, je pense l'essentiel avant l'urgent. Moi, ça a été toujours quelque chose qui m'a guidé. C'est d'essayer de se dire, c'est bien de structurer d'abord pour essayer de travailler les sujets qui sont les plus critiques pour votre modèle d'affaires, plutôt que se disperser. Parce que si vous vous dispersez, vous essayez à trop vouloir embrasser mal les trains. Vous aurez plein de superbes engagements, mais à la fin, vous arriverez à en délivrer aucun. Donc, de vous dire, pour mon modèle d'affaires, ce qui est le plus critique, ça va être
tel impact. Ça peut être un impact social, ça peut être un impact environnemental. Et cet impact-là, vous l'opérationnalisez jusqu'en bas dans la prise de décision. À ce moment-là, vous êtes beaucoup plus impactant que si vous vous dites il y a 10 super sujets, je prends 10 engagements et à la fin des fins, bah, j'en atteins aucun. Donc cette priorisation, le directeur financier peut aussi aider à faire cette priorisation. Peut-être juste pour rajouter sur la notion de court terme, moyen terme, long terme, je crois que c'est Étienne Besançon qui le mentionnait ce matin, ça peut devenir un cap pour l'entreprise, de se dire justement ces deux capitaux, qu'ils soient humains et environnementaux, on sait qu'il va falloir en prendre soin de cela. On ne sait pas ce qui va se passer dans le chemin, on sait qu'on va faire des plans à 3 ans, à 5 ans, que de toute façon au bout de 6 mois on ne sera plus du tout dedans, il va falloir les ajuster. Par contre, si on se donne un cap sur lequel on vise la durabilité, bah, ça permet aussi d'engager les collaborateurs ou l'écosystème autour de ce cap commun. J'aime beaucoup l'idée du cap. On a une dernière question. Vous m'entendez? Ouais. Donc j'ai une question. Vous avez parlé l'un et l'autre de valorisation carbone. Moi, ce qui me pose un problème aujourd'hui, c'est que les écarts dans le référentiel qui vont de 50 € la tonne à 700 € la tonne. Donc, suivant comment on écrit, et en plus, en extra-financier, voilà, j'ai des doutes, quand on sait qu'aujourd'hui, des fonds réintègrent en fait ces datas pour voir le résultat réel d'une entreprise. Donc, je voudrais savoir en fait comment vous construisez justement, vous en tant que directeur financier, de votre côté en plateforme et de votre côté, vous en EY, en termes de cabinet. Donc vous posez une question qui suit un peu la question de la comptabilité analytique, c'est-à-dire qu'on est en train de se poser de la pertinence de l'indicateur par rapport à l'empreinte. Et en fait, il y a plusieurs prix. Sur le carbone, il y a plusieurs prix. Vous en avez en tête, j'imagine. Il y a le prix de marché, par exemple. Voilà. Si vous êtes assujetti à des quotas carbone, vous avez un prix qui est à 80 € tonne. Vous avez un deuxième prix qui va être le prix du crédit carbone. Vous pouvez acheter des crédits carbone à 50, 100, 200 € tonne, ça sera un autre prix. Vous aurez un troisième prix qui sera par exemple le coût de votre trajectoire de décarbonation. Si vous faites la somme de tous les leviers que vous devez mettre en place pour atteindre votre objectif, bah vous avez un troisième prix. Par exemple, il faut que je baisse de 1 million de tonnes de CO2 et il faut que je mette 150 millions d'euros sur la table. Donc c'est 150 € tonne. Et vous avez un quatrième prix qui est le coût du risque de l'action ou de l'inaction. Si je ne fais pas ci, si je ne fais pas ça, voilà ce que ça va coûter. Donc en fait, il faut calculer ces prix-là. Et il faut que vous vous posiez la question, mais je prends ce prix pour faire quoi? Si mon but, c'est d'agir sur mes leviers, sur mes CAPEX et mes OPEX, bah vous allez prendre votre coût implicite de votre trajectoire. Parce que vous savez qu'il faut que vous mettiez sur la table 150 millions pour réduire d'1 million de tonnes de CO2, donc 150 € tonnes. Si vous voulez le réussir, il faut que ce 150 € tonnes, vous le mettez dans vos prises de décision de CAPEX, d'OPEX et ainsi de suite. Parce que c'est lié. Et comme ça, vous êtes sûr qu'à chaque fois qu'il y a un fournisseur qui vient vous voir et qui va vous dire « j'ai un super truc pour toi », c'est 20% de contenu carbone de moins, mais c'est 5% plus cher, vous êtes capable de poser l'équation pour voir si vous êtes en dessous ou au-dessus de ce que vous avez calculé. Et comme ça, pour agir. En fait, il faut se dire que ce coût de décarbonation, c'est un coût de décaissement sûr, assuré. Donc plus vous en tenez compte aujourd'hui, plus vous êtes sûr de le réaliser. Oui. Mais c'est un choix. Ouais. Mais vous devez le mesurer. C'est-à-dire que souvent les boîtes veulent arrêter l'avion, c'est le premier truc que tout le monde fait, un peu mathématique. On arrête l'avion, on veut faire venir nos collaborateurs en vélo, des forfaits de mobilité douce. En fait, si déjà c'est pas votre trajectoire, vous n'avez jamais le lancé. Si c'est dans votre trajectoire, vous étudiez cette initiative. Et puis après, il faut, comme disait Olivier, mesurer combien c'est. C'est-à-dire si je mets 100 000 € pour gagner 50 tonnes de CO2 en valorisation parce que j'offre des vélos à tout le monde, ouais, et en fait, c'est au bout de combien de temps et surtout qu'est-ce que ça va rapporter par rapport à un objectif. Si mon objectif c'est de baisser de 10 000 tonnes de carbone, bon, bah, je ne suis pas sûr que le rapport qualité-quantité-prix, on va dire ça comme ça, c'est intéressant. C'est toujours sympa de fournir à tout le monde des voitures électriques, des vélos, etc. Par contre, il faut étudier et pour ça, vous avez besoin de mesurer. Si vous n'avez pas des outils pour mesurer comme Ekio, bah en fait, vous allez faire des fichiers Excel, avoir des erreurs, etc. Quand la plateforme vous donne automatiquement
quand vous mesurez les initiatives, vous pouvez voir si votre investissement en vaut la peine. Et n'importe quel financier, pour répondre à la question, directeur financier, très vite, si c'est dans la stratégie, trouvera du temps. Le directeur financier n'a jamais le temps sur rien, en fait, pour faire simple. Mais aucune personne des équipes finances, et en fait, même les opérationnels, n'ont pas le temps. Après, les urgences, ça se gère, les priorités. Et si c'est dans votre stratégie et qu'ils voient l'intérêt, au final, sans faire des plans, comme vous l'avez dit, à 5 ans ou 10 ans, 3 ans, 5 ans, ça va avoir un impact, ça va avoir une valeur. Et ce n'est pas un hasard si de plus en plus de groupes qu'on commence à le faire. Voilà. Quelle que soit l'entreprise, d'EDF ou autre. Alors, comme on parle de mesures, on va vraiment devoir s'arrêter parce que là, on est vraiment en train de dépasser. Juste avant de partir, est-ce que vous pourriez partager avec nous, vous avez vu depuis ce matin, on vous demande en fait, quelle est votre action là, ce soir. Est-ce que vous pourriez partager avec nous l'action concrète que vous envisagez de mettre en œuvre après cet atelier? Est-ce que vous pouvez utiliser à nouveau le QR code? Et je vous invite aussi à rejoindre Ekio, qui a un stand à l'extérieur et qui pourra continuer à répondre à vos questions. Et puis, j'imagine qu'il y a une démo. Oui. Oui, ok, voilà. Je n'étais pas sûre, mais okay. Normalement, il y a des démos. Nos noms donc, et nos prénoms. Donc, allez voir Ekio. Et puis, demandez-nous en contact sur LinkedIn et on répondra à vos questions par la suite. Bien évidemment, si vous voulez approfondir le sujet. Et on va voir normalement le petit nuage de mots. Rejoindre le stand Ekio. Bon, bah, j'espère qu'il y a bien quelqu'un. Tester Ekio. Encore, ok. J'espère qu'ils sont repartis. Hein. Ouais. Vous n'avez pas d'autres actions Ça commence, ça arrive. Ah, parlez à Olivier. Bien joué Olivier, tu as une touche. Ou plusieurs, on ne sait pas combien il y a de réponses. On dit Structurer la data, convergence. Merci beaucoup, avec plaisir. Bon, et ben écoutez, rentabilité combinée, j'aime beaucoup aussi. Ouais, bah, du coup, tu vas parler à 2 personnes. On vous remercie à tous d'avoir participé à cet atelier. Et puis encore une fois, le stand Ekio est à votre disposition. Et après, je pense qu'on se retrouve en plénière à nouveau, hein, c'est ça? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.